En manchette ce soir, des fonctionnaires provinciaux écartés du dossier de la fonderie Horn. Le gouvernement Legault évoque un problème de conflit d'intérêts. Des gens doivent se déplacer de Québec ou de Montréal, et ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors qu'on a les ressources sur place, on a l'expertise sur place. Lac-Simon exige la démission du président de Hockey Abitibi-Témiscamingue. Et Sylvie Rochon témoigne dans son procès pour meurtre non prémédité. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On a du nouveau dans le dossier de la fonderie Horn. Kimberly, on a appris ce matin que les fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui demeurent à Rouyn-Noranda ne sont plus autorisés à travailler dans les dossiers de Glencore. Le gouvernement Legault considère qu'il y a un conflit d'intérêts en raison du processus du recours collectif et cette décision est vivement critiquée par Guillaume Bouvrette, président du syndicat de professionnels du gouvernement du Québec. Il faut savoir que Québec empêche aussi tous les fonctionnaires qui ont travaillé dans le dossier de la fonderie Horn temporairement depuis 1991, puisqu'ils sont automatiquement inscrits dans le recours collectif également. Le syndicat défend donc justement l'intérêt de ces fonctionnaires en question touchés par la décision de Québec. Pour lui, ce serait mieux d'aller cas par cas au lieu de généraliser. C'est une approche qu'on voit régulièrement là, dans l'appareil gouvernemental où, plutôt que d'analyser chaque situation au mérite, on fait du tapis mur à mur, là, si vous permettez l'expression. On applique une mesure pour tout le monde. Alors, ce qu'on voit ici, on dit, vous ne pouvez plus travailler sur le dossier, comme si le fait de pouvoir impliquer de près ou de loin dans quelque situation que ce soit devenait automatiquement un conflit d'intérêts, comme si l'expertise et l'autonomie de professionnels de ces gens-là pouvaient être mises en question aussi facilement, et ça, on le dénonce. Et j'ai également parlé à la porte-parole du comité Arrêt, Nicole Desgagnés, qui est aussi du même avis que M. Bouvrette. Elle trouve qu'il est inconcevable de faire venir des fonctionnaires d'ailleurs pour traiter des dossiers entourant la fonderie Horn. Le fait de se priver de l'expertise des gens sur place pour toute la durée du recours collectif n'est pas justifié, selon elle. Surtout au fait que la durée du processus entourant le recours collectif peut s'étendre entre 10 et 15 ans. Personne sur place qui va surveiller l'environnement, qui va surveiller ce qui se passe, qui va être capable de réagir vite, qui va suivre ce dossier-là. On va avoir du monde de partout, pigistes, ça n'a aucun bon sens. C'est comme si on ne faisait pas confiance aux fonctionnaires, mais moi, je vais tourner ça à l'envers. C'est comme si le gouvernement a peur, là, et il ne se sent pas correct, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est pas rassurant de voir qu'on est prêt à pas avoir de gens sur place. On n'est pas... Ces gens-là, on peut leur faire confiance. C'est des professionnels qui ont des règles à suivre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne travaillent pas comme avant. Et le président du syndicat de professionnels du Québec va continuer de défendre les intérêts des fonctionnaires de Rouyn-Noranda. Il n'a pas l'intention pour l'instant d'intervenir davantage dans cette affaire. Merci Kimberly. Sur un autre sujet, Christian Bollé doit démissionner de son poste de président d'Hockey d'Abitibi-Témiscamingue. C'est du moins ce que réclame le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon en réaction à l'exclusion des Apollo rouges M15 de Val-d'Or de la Coupe Ram qui était prévue en fin de semaine. Le Conseil critique vivement l'attitude de l'organisation qui refuse de laisser jouer les Apollo rouges en raison de 2 annulations de matchs jugées injustifiées la fin de semaine du 28 et 29 janvier à Amos. Il juge que Hockey Abitibi-Témiscamingue fait la sourde oreille et n'a pas correctement consulté la communauté avant de prendre sa décision. 6 des 11 joueurs de l'équipe font partie de la communauté de Lac-Simon et ces derniers ont dû s'absenter de 2 rencontres en raison d'un autre événement sportif prévu le même week-end à Malartic par leur communauté. Et on se déplace dans une autre communauté autochtone. La Première Nation de Long Point First Nation va rencontrer le ministre Yann Lafrenière la semaine prochaine afin de réorienter et améliorer la relation entre Québec et la communauté. La demande fait suite à des moments tendus entre la communauté et le gouvernement, alors qu'un conflit perdure au sujet du drapeau que la communauté a hissé à l'intersection de la route 117 et de la route 395 près de l'entrée du complexe minier La Ronde. Et selon la communauté, le drapeau avait été hissé pour un rappel respectueux de la souveraineté et de la juridiction légitime de Long Point sur le territoire. Mais Québec veut le relocaliser et a procédé déjà au retrait unilatéral de la bannière en question.
Il se trouve qu'il représente en fait un danger pour les usagers de la route parce que l'emplacement du poteau et les dimensions du drapeau font en sorte qu'il ne répond pas aux normes de sécurité du ministère. Ça pose entre autres un problème au niveau de la visibilité et à partir du moment que les membres de la communauté sont prêts et disponibles, ils vont pouvoir venir le récupérer et faire leur cérémonie pour hisser le drapeau encore une fois. Donc du côté du ministère, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sur la scène judiciaire, Sylvie Rochon soutient s'être défendue contre un intrus et avoir voulu protéger sa sœur la nuit du 30 janvier 2022, quelques heures avant que son aîné soit retrouvé dans son salon. Résumé d'Yvon Moreau. Soupçonnée d'avoir tué sa sœur de 65 ans, Sylvie Rochon est formelle. Jamais elle ne l'aurait attaquée. Selon elle, Denise, un prénom que rappelle la couronne, qui l'a aussi interrogée, dormait au 2e étage de sa résidence et n'aurait pas eu l'énergie ou la force de descendre au rez-de-chaussée. C'est pourquoi elle est persuadée que c'est avec quelqu'un d'autre qu'elle s'est battue après s'être fait empoigner les cheveux et reçu un coup d'abat-jour sur la cuisse droite. Plus calme, quand elle répondait à la couronne, elle déclare être apeurée et en état de crise au point où elle a de la difficulté maintenant à expliquer la chronologie de l'altercation mortelle et surtout des 3 ou 4 coups de lampe qu'elle a assénés à la tête de son adversaire, ni quand elle a, pour attacher celui-ci à une table basse, enroulé un fil électrique autour de son cou. Une question qui pourrait semer le doute, s'il en est un dans le jury, c'est de savoir, selon la couronne, s'il y avait de la lumière lors de l'altercation dans le salon de la rue Côté le 30 janvier 2022. Puisqu'il faisait nuit, elle ne pouvait identifier son agresseur, du moins avant de retourner son corps, quand la victime a cessé de se débattre. À son avis, son petit chien, affectueux avec la victime, n'aurait pas tant jappé et été enragé si sa sœur, dont elle criait le nom, avait été de la bataille. La preuve principale étant close, c'est vendredi que devraient avoir lieu les plaidoiries des avocats en présence. D'ici là, on se prépare pour la suite de ce procès. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, à Ronande. On le voit maintenant dans presque tous les secteurs d'activité, le contexte économique est difficile dans la province. Ce midi, la Chambre de commerce de Val-d'Or a organisé une conférence pour discuter des perspectives économiques de la région. Kémia Laliberté était sur place. Inflation, hausse des taux d'intérêt, instabilité financière. Comment se porte la situation économique de l'Abitibi-Témiscamingue? On passe à travers une période économique qui est un peu plus incertaine en ce moment, un peu difficile à prédire, mais de ce qu'on voit, c'est que le meilleur est à venir. Donc, on s'attend à des baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada dès juin chez Desjardins, ce qui viendrait réencourager l'économie à croître, autant dans la région que dans la province. Les prévisions indiquent que les constructions résidentielles devraient remonter en 2024-2025, mais les taux d'inoccupation dans la région pourraient demeurer préoccupants, selon Maëlle Boulet-Prézeau, économiste chez Desjardins. Dans le cas de Val-d'Or, on a un taux d'inoccupation des logements locatifs qui est à 0,4 %, donc c'est de dire qu'il n'y a presque pas de logement pour les habitants. Même si on s'attend à une hausse de logements, le retard accumulé va faire en sorte que il va quand même falloir plusieurs années avant que vraiment on puisse construire les logements nécessaires. Selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, plus de 4000 postes sont toujours vacants dans la région et les économistes indiquent que la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Mais c'est sûr qu'on a une population qui est un peu plus vieille en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a beaucoup de gens qui ont quitté le marché du travail, puis on n'a pas eu suffisamment de nouvelles personnes qui sont entrées sur le marché du travail pour prendre la relève. Donc, c'est venu un peu limiter les embauches possibles. Les entreprises doivent se montrer très agiles, très créatives, on le dit souvent, mais aussi développer certaines technologies, développer certaines innovations pour automatiser certains de leurs processus. Ça, c'est une chose. Mais aussi, on a de plus en plus d'entreprises qui font appel à de la main-d'œuvre de l'étranger. Donc, ça aussi, c'est une solution qu'on voit de plus en plus sur notre territoire, dans les entreprises d'ici. La semaine dernière, la Ville de Val-d'Or a d'ailleurs annoncé qu'elle souhaite se doter d'un nouveau plan de développement économique. L'ensemble de la population est toujours invitée à répondre à un sondage disponible sur le site de la Ville pour identifier les besoins des citoyens. Kémia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.
Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, malgré l'inflation, trouvez-vous que l'économie de la région se porte bien? Vous avez répondu oui à 75%. La Sûreté du Québec a fait aujourd'hui une opération nationale en sécurité routière. Les policiers sont intervenus sur les comportements problématiques pour conscientiser les conducteurs et augmenter le sentiment de sécurité sur l'ensemble du réseau routier. La SQ rappelle qu'actuellement, les causes principales de collisions mortelles sont la conduite imprudente, les excès de vitesse, mais aussi les capacités de conduite affaiblies. Une analyse a même démontré que dans 21% des collisions mortelles, une ou plusieurs personnes ne portaient pas leur ceinture de sécurité. En environnement, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est plutôt satisfait du 5 millions de dollars investis dans la région pour lutter contre les changements climatiques. Avec chaque MRC qui reçoit un peu plus d'1 million de dollars, il est confiant que les municipalités et organismes vont proposer des plans innovants. Selon Pierre Dufour, plusieurs défis sont à relever pour améliorer l'empreinte écologique. Il est essentiel, selon lui, de tenter de minimiser le transport de longue distance et améliorer l'exploitation des ressources naturelles. Il y a 2 volets au programme. Naturellement, l'objectif derrière tout ça, comme on disait, c'est de s'adapter, donc de trouver des méthodologies de fonctionnement dans chacune de nos MRC pour améliorer la situation, prendre le temps de faire aussi les inventaires de GES et de trouver le moyen par la suite de faire l'évaluation du potentiel de réduction que justement les projets qui vont être mis de l'avant pourront démontrer. Et là, les MRC, bien, ce qui est intéressant, ils ont des sous pour travailler. Déjà, d'ici avril 2024, il devrait y avoir déjà des versements qui vont débuter. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annonce un peu plus d'1 million de dollars pour 11 projets municipaux en Abitibi-Témiscamingue. Cette action est dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés et cette aide financière est attribuée pour la concrétisation de 9 projets dans la circonscription d'Abitibi-Ouest et de 2 dans celle de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Les projets inclus du PRIMA sont la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement répondant aux besoins des personnes aînées. Et d'ailleurs, en parlant de la députée, Suzanne Blais était du côté de Guyenne hier pour remettre la médaille de la députée à Roger Lebreu. Ce citoyen a fait preuve de courage en sauvant une personne des eaux glacées. Le soir du 10 novembre dernier, il a aidé Adrien Fournel qui était coincé dans son véhicule lorsqu'il a dérapé dans un ruisseau profond sur le chemin du lac Chicobi. Et malgré les conditions difficiles, M. Lebreu a plongé dans l'eau froide pour ouvrir partiellement la porte de la voiture, ce qui a permis à M. Fournel de s'échapper. Dans un autre dossier, les intervenants des centres amitiés autochtones des villes de Sainte-Terre et de Val-d'Or ont participé aujourd'hui et participent toujours demain au forum sur la gouvernance en santé autochtone. L'événement organisé par le mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec vise à mettre en lumière les progrès liés aux services et aux soins offerts par les cliniques en santé. 15 ans après l'ouverture de la première clinique novatrice à Val-d'Or, 8 établissements prodiguent aujourd'hui des soins adaptés aux réalités des Premières Nations et 3 autres de ces centres sont en développement, notamment à Sainte-Terre et à Chibougamau. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez avec nous après la pause, on vous dévoile la programmation de la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Une nouvelle franchise de Animaux, etc. a ouvert ses portes à Amos. On y retrouve de la nourriture, des produits de santé et de beauté, des jouets et des vêtements pour les chiens, chats, rongeurs et oiseaux. Bientôt, un service de toilettage sera offert. Les propriétaires Éric et Simon Olivier Saint-Cyr ont investi plus de 400 000 $ et créé 7 emplois avec le démarrage de ce commerce. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir le lancement de la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Oh que oui, Mélissa, on est présentement au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, comme vous pouvez le constater, en formule 5 à 7 festive. Les festivaliers vont pouvoir profiter de la 20e édition qui est prévue du 25 mai au 1er juin prochain. Petit rappel pour les intéressés, la billetterie est ouverte à partir de 19h ce soir pour ceux et celles qui aimeraient ça faire des achats. On a le spectacle d'ouverture qui sera assuré par Richard Séguin et ses invités. Et pour vous à la maison, pour vous en studio, qui se demande qui fera partie de la programmation de la 20e édition, eh bien voici ce qu'on vous réserve. On reçoit beaucoup d'artistes qui sont déjà venus, qui ont marqué les 20 dernières années du festival, mais aussi des nouvelles découvertes à faire cette année. Donc, notamment, on parle par exemple de Chris Stone, Kingfish Ingram, qui est une étoile montante de la scène blues internationale. Donc, vraiment, à ne pas manquer, c'est notre soirée de clôture. On a aussi un nouveau projet de Claude Meunier, super intéressant. Dans le fond, il a caressé pas mal toute sa vie le rêve de faire un groupe musical western. Fait que là, on le reçoit cette année en primeur là, au Festival des guitares. Wow. Il va être accompagné en fait de musiciens exceptionnels là, pour l'accompagner en fait dans ce projet-là. On reçoit aussi Marcin, dans le fond, qui est un artiste viral sur le web, un jeune Polonais virtuose de la guitare là, aussi cette année. En plus de notre programmation extérieure qu'on bonifie cette année également avec des spectacles extérieurs en soirée. Donc, du nombre de 2 là, pour cette année. Donc, avec les Shirley, le premier jour du festival, donc le 25 mai, qui va faire... en fait, il va y avoir Walter Jones qui va faire la première partie de les Shirley. Et aussi Gab Pocket qui va être là le 31 mai. Et Stéphanie, c'est ce matin à La Sarre qu'a eu lieu le dévoilement de la thématique de la 48e édition du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est sous le thème, Mélissa, de quand les mots se font entendre que l'événement va avoir lieu du 23 au 26 mai prochain à l'aréna Nicole-Otto de La Sarre. Ce matin, on a bravé la tempête, on a réussi à faire ça. Écoutez, c'était vraiment pas beau à l'extérieur, mais on était content d'avoir l'information concernant l'identité de l'affiche et des ambassadeurs 2024. Cette année, on poursuit avec l'idée d'avoir plusieurs ambassadeurs pour vraiment rejoindre un plus large public. Donc, on a une ambassadrice adulte, en la personne de Claire Bergeron, qui est native d'ici, qui est extrêmement populaire et qui vient tout juste de sortir son dernier roman. Et pour la jeunesse, on a choisi Daniel Brouillette, qui est l'auteur des BIN, entre autres, qui est bien connu du milieu scolaire parce qu'il fait beaucoup de capsules pour les enseignants français au primaire. Donc, on est vraiment content de nos ambassadeurs cette année. On a une thématique qui est intéressante, qui est quand les mots se font entendre. Donc, on va vraiment miser là-dessus pour la programmation. Autant, oui, on a les mots écrits, mais on invite les gens à venir vraiment à la rencontre de ces auteurs-là, à venir les entendre s'exprimer, à venir vraiment... On a beaucoup d'activités en lien avec l'oralité et vraiment mettre aussi en valeur les livres audio. Parce que de plus en plus, il y a une belle offre aussi à ce niveau-là. Donc, je pense Puis on a vraiment une belle programmation pour tous. Et on se voit dans quelques minutes puisque notre journaliste Alexandre Cabana va mettre la table sur le dernier duel de la 117 de la saison ce soir qui se passe du côté de Val-d'Or. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est ce soir que se déroule le dernier duel de la 117 de la saison entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or. Et Alexandre, on va s'attendre encore une fois à un beau duel ce soir. Oui, Mélissa, cette année nous aura fait bien comprendre que peu importe la différence de points au classement entre les deux équipes, tout peut arriver dans un duel de la 117. Toutefois, le constat demeure, les deux équipes sont aux antipodes en cette fin de saison. Les Huskies sont actuellement 3e au classement général, alors que les Foreurs sont bons derniers en 18e place.
Val-d'Or va tenter ce soir de freiner une glissade de 12 défaites consécutives. Ils sont d'ailleurs officiellement hors des séries. Ils ont perdu les services de leur gardien numéro 1 en William Blackburn il y a quelques jours. Bref, l'enjeu sera donc ce soir pour le Vert et Or de sauver l'honneur à la maison. Après avoir quand même gagné les 3 premiers duels de la 117, les Foreurs, ils ont perdu les 6 suivants. Mis à part leur défaite de 11-2 lors du funeste 31 décembre dernier face aux Huskies, les matchs entre les duels de la 117 sont toujours chaudement disputés entre les deux équipes. Pour nous, c'est de jouer 60 minutes, c'est de donner un bon spectacle, c'est de garder les choses simples. Puis, tu sais, on a fait des belles choses contre eux la dernière fois, tu as raison. Puis, regarde, notre avantage numérique avait très bien fait. On avait réussi à les contrer. C'est sûr qu'ils sont venus de l'arrière en troisième période, mais j'avais aimé notre engagement. Puis, je m'attends à la même chose ce soir. Et oui, c'est évident qu'on va aller chercher je ne dirais pas des points parce que ça n'aura pas un impact tant que ça sur nous, mais plus de sortir avec une victoire, ça pourrait être très, très, très intéressant. Et Alexandre, les Huskies n'ont pas le droit vraiment à l'erreur s'ils veulent terminer au sommet de leur division et obtenir l'avantage de la glace pour les séries. Oui, tout à fait, Mélissa. Alors que la saison régulière se termine dans 3 jours, la Meurthe cumule 94 points, soit 4 derrière les Voltigeurs de Drummondville qui en ont 98 avec un match en main. Bref, du côté individuel, toutefois, tout baigne chez la Meurthe. Antonin Véro est toujours au sommet avec déjà 102 points. William Rousseau, le recordman de l'histoire de la LHJMQ pour les Jeux blancs, en a 8. Et également le nouveau venu Samuel Savoie est à garder à l'œil. Outre ses 18 points en 18 matchs, c'est une vraie petite peste sur la patinoire. Il jouera ce soir sur le premier trio en compagnie du duo biélorusse de Loshko et Broche. Ça fait du bien d'avoir tout le monde qui revient. Oui, Turcotte à l'écart pour le match de ce soir, mais c'est pas quelque chose qui va s'extensionner à long terme. On est encore là, dans une course pour le premier rang dans notre conférence, puis on veut s'assurer qu'on prenne soin de les choses, peu importe que ce soit contre les Foreurs ce soir, Gatineau, Victoriaville en fin de semaine. On veut s'assurer de se donner une chance, puis après ça, il arrivera ce qui arrivera. Alors voilà, le match débute à 19h au Centre Nico Eagle de Val-d'Or. Et pour les deux équipes de la région, c'est une fin de semaine à la maison qui s'en vient avec 2 autres matchs, le tout pour clore cette saison en beauté. Merci Alexandre. Merci. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, est-ce que la tempête est là pour rester? Ça devrait se calmer pour demain, Mélissa. D'ici là, on a quand même de la poudrerie et de la neige qui est prévue. Ça devrait cesser pour cette nuit. On a moins 20 degrés pour l'ensemble des secteurs. Demain, alternance de soleil et de nuages au nord avec un maximum de moins 11, maximum de moins 9 au Témiscamingue avec des nuages, dégagement en mi-journée et un aperçu pour vendredi. Du soleil en Abitibi, max de moins 3. Au Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 3 également. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Et je termine avec la 9e édition du Powwow Abitibi-Winnie à Picogan. L'événement se déroule le 8 et 9 juin prochain. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve demain.